Une rencontre de Sophie spéciale puisque c'est une archive audio d'une interview de Bernard Pivot, réalisée le vendredi 20 octobre 2017 avec Stéphane Moreau pour Avranches FM, radio associative locale devenue Radio Sud-Manche. Nous avions eu la chance et la joie de le rencontrer lors de son passage au théâtre d'Avranches pour son spectacle Au secours, les mots m'ont mangé. Et il s'était prêté très gentiment à nos questions. Un très grand souvenir d'avoir interviewé cette figure emblématique de la télévision et des lettres. Alors nous sommes ici au centre culturel d'Avranches, à maintenant à peu près 1 heure du spectacle de monsieur Bernard Pivot, Au secours, les mots m'ont mangé, qui affiche complet, on peut le dire, ce soir ici au théâtre d'Avranches. Ça sera à 20h30 et monsieur Bernard Pivot nous fait l'intime honneur d'être présent là justement ici à nos côtés, car Sophie est avec moi. Monsieur Pivot, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous avant le mieux du monde? Alors la spécialiste S-Lettres ici sur Avranches FM, c'est Sophie qui est à mes côtés. Je vais lui laisser vous poser les premières questions. Oui, bonsoir, je suis très émue d'être devant vous. J'avais vu en effet que ce spectacle, donc, qui est tiré d'un livre du même nom, Au secours, les mots m'ont mangé, avait été écrit pour être dit sur scène à la demande de Jean-Michel Ribes. Alors qu'est-ce qui vous a le plus motivé dans ce projet? Le jeu face au public ou le goût des mots et des bons mots? Et est-ce facile de passer du journalisme et de l'écriture au théâtre? On peut pas dire que ce soit très très compliqué, mais c'est un exercice différent tout simplement. C'est-à-dire ce qui m'a amusé en montant sur scène à l'instigation de Jean-Michel Ribes, c'est que j'ai découvert que j'y faisais le contraire de ce que j'avais fait toute ma vie à la télévision. C'est-à-dire qu'à la télévision, je parlais devant 1 à 3 millions de téléspectateurs, mais quand l'émission est finie, vous ne savez pas si les gens sont contents ou mécontents, vous ne les entendez pas, on n'a aucun contact avec le public. Mais quand vous êtes sur une salle, alors il y a beaucoup moins de monde, ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont 200, 300 ou 500, mais vous les voyez, vous les entendez, ils rient, ils les applaudissent, il y a un contact charnel entre le public et moi, que je n'avais pas du temps de la télévision. Et c'est pourquoi j'ai continué, parce que si ça avait été une répétition de ce que je faisais à la télévision, ça ne m'aurait pas amusé. Mais comme c'était le contraire, par esprit de découverte, j'ai continué et je trouve cet exercice tout à fait amusant. Ah oui, c'était l'esprit de nouveauté. Alors justement, je vais rappeler quand même pour nos auditeurs, enfin j'en passe, mais vous avez commencé dans la presse écrite, rédacteur au Figaro littéraire de 58 à 74, chroniqueur au Point de 74 à 77 et fondateur du magazine Lire en 75. Vous êtes surtout connu évidemment du grand public par la télévision Apostrophe de 75 à 1990, qui a marqué plusieurs générations. Beaucoup de gens, là j'en parle, qui me disent, moi j'ai lu parce qu'il y avait Apostrophe, grâce à monsieur Pivot. Et puis après, vous avez fait Bouillon de culture de 1991 à 2001 et Double jeu de 2002 à 2006. Vous avez été aussi chroniqueur à la radio sur Europe 1 de 70 à 73 et RTL. Je vais énumérer tout ce que j'ai fait. Ouais, non, c'est voilà. Ma question, c'était de dire que vous avez touché à tous les médias. Alors, je voulais vous demander, est-ce que c'est très différent et qu'est-ce que vous avez préféré, si vous avez des préférences? Ah oui, c'est très différent. Le plus contraignant, c'est la télévision. C'est la télévision parce que c'est un exercice collectif. Donc vous avez les preneurs de son, vous avez les caméramans, vous avez les réalisateurs, la script et tout ça. Donc c'est une aventure communautaire. La radio, vous êtes déjà beaucoup moins nombreux. Vous êtes généralement dans un studio et en face de vous, il y a un technicien. Donc vous êtes que 2 finalement. Le rédacteur, il est tout seul. Il écrit son papier, puis après il l'envoie. Il l'envoie par les moyens modernes. Autrefois, on le téléphonait ou bien on envoyait par le courrier, mais donc vous voyez, la chose la plus facile, c'est évidemment l'écriture. Et la télévision, à l'inverse, c'est une expérience qui met en jeu pas seulement l'animateur, mais l'animateur n'est rien s'il n'y a pas autour de lui des techniciens. Et les techniciens ne sont rien s'il n'y a pas un bon animateur. Oui, vous parlez de la mise en scène aussi d'ailleurs dans votre livre aussi, le dernier là qui est sorti, La mémoire n'en fait qu'à sa tête. Vous parlez de la mise en scène aussi qui est importante et de certains animateurs qui n'aimaient pas la mise en scène. Non, oui, il y a une mise en scène bien sûr, il y a une scénographie comme vous voudrez, bien sûr. Moi par exemple à Apostrophe, souvent je décidais du passage de mes invités dans l'après-midi qui précédait l'émission, et puis quand
j'étais face à mes invités, que souvent je ne connaissais pas avant, je changeais l'ordre parce que je m'apercevais que l'un d'entre eux me paraissait pas très sympathique ou parlait avec arrogance, et donc je pensais qu'il ferait un mauvais effet au début de l'émission, et donc je prévenais le réalisateur que j'allais changer, que un tel qui était prévu en 3e ou 4e allait passer en premier. Donc il y a du prévu, mais il y a aussi de l'imprévu. De l'imprévu. Et alors, surtout dans des émissions en direct, l'imprévu, ça existe très très souvent. On a des souvenirs de certains clashs là, Bah oui, bien sûr. avec Gainsbourg ou avec d'autres. Les grévistes qui envahissent le plateau, oui, aussi, ouais. un type qui a menacé de se suicider en direct avec un couteau. Enfin bref, moi j'ai un peu tout eu, mais en 28 ans d'émission en direct, fatalement, vous avez des aventures un peu croquignolettes, comme on dit aujourd'hui. Alors comment vous êtes devenu animateur de référence, on pourrait dire, d'émissions littéraires? Et est-ce que c'est ce que vous souhaitiez faire quand vous êtes lancé dans le journalisme? Non, c'est Jacqueline Baudrier qui dirigeait la première chaîne à l'époque et qui m'a demandé de faire une émission littéraire parce que j'étais rédacteur en chef, enfin j'étais chef du service littéraire du Figaro, et puis que je faisais des chroniques à Europe 1. Alors elle trouvait que j'avais des connaissances littéraires et qu'en même temps j'étais amusant, donc elle pensait que ça pourrait faire un bon cocktail pour animer une émission. Et c'est ainsi qu'elle m'a proposé de faire une émission en 73 qui a été, ouvrez les guillemets, et qui 2 ans après l'éclatement de l'ERTF est devenu Apostrophe. Ah oui, c'était déjà, oui, ça a changé de nom après le changement de chaîne. Et pas seulement changé de nom, ça a changé de formule aussi. Ouais. Et donc mais vous étiez déjà dans la presse littéraire alors en fait. Ah, j'ai toujours été dans la presse littéraire. Donc c'était quand même. J'ai commencé au Figaro littéraire comme courriériste, donc comme un rédacteur de base. Ouais. Je passe la parole à Stéphane qui a des questions très différentes à vous poser. Merci Sophie. Alors, Monsieur Pivot, dans votre livre-spectacle, vous filez la métaphore culinaire. Je crois savoir que vous êtes autant amoureux des mets que des mots. Ça ferait un bon titre d'émission culinaire. Ça, d'ailleurs, Sophie, on va garder cette question. Alors, quels sont vos plats préférés? Est-ce qu'on peut le savoir? Oh oui, bien sûr, ce sont des plats de l'enfance. Comme je suis lyonnais, vous imaginez que la gastronomie lyonnaise étant extrêmement réputée. Donc, et en plus de ça, il se trouve que ma mère était une cuisinière remarquable, que mes tantes étaient des cuisinières extraordinaires. Donc, toute la gastronomie lyonnaise, c'est-à-dire le gâteau de foie blanc de volaille, la poularde de mi-deuil, les quenelles, évidemment, à la sauce Nantua, le gratin de cardon à la moelle. Bref, ce sont toutes des recettes de plats que j'ai beaucoup appréciés, bien entendu, durant toute ma vie, et que parfois je retrouve quand je redescends à Lyon. Alors, là, vous allez manger après le spectacle? Oui, mais je pense pas que je vais manger tout ça. Non. Est-ce que vous êtes adepte du chauvinisme dans votre assiette, justement, Bernard Pivot? Est-ce que vous testez les cuisines exotiques, indiennes Non, je suis très très français. Moi. D'accord, très bien. Alors, si j'aime beaucoup aussi la cuisine italienne. Alors, si effectivement je vais en Russie, je vais manger russe, bien entendu. Je vais pas manger français. Ouais. Mais en France, je mange français. Je vais très très peu dans les restaurants asiatiques ou je sais pas, ou scandinave, etc. Non, je préfère manger français. Mais si je voyage, alors je ne commets pas l'erreur d'aller manger français en Finlande, en Russie ou en Chine. Voilà. Alors, on a parlé de choses sérieuses pour le moment, et Sophie aura d'autres questions très sérieuses ensuite, et très passionnantes, très intéressantes. Mais là, on va attaquer un point vraiment primordial, on peut le dire, Sophie, c'est le foot. Oui. Si vous m'autorisez cette parenthèse foot, Bernard Pivot. Vous êtes originaire de Lyon. Est-ce que vous soutenez particulièrement l'OL qui a joué hier soir? Et je pense que vous avez vu le match hier soir, d'ailleurs. J'ai vu le match hier soir, qui était un match très heurté, très, tout à fait, oui. très dur, vraiment pas très agréable, parce que je n'aime pas que le football se transforme en violence. Oui. Mais dans mon livre, je raconte que né à Lyon, je suis un supporter des Verts de Saint-Étienne. Mais ça, c'est une histoire un peu longuette que je ne peux pas vous raconter. Mais il se trouve que mon père était de la Loire. Et évidemment, qui m'a entraîné à aller voir des matchs de football, c'est mon père et non pas ma mère qui était de Lyon. Donc je suis devenu... Et en plus de ça, j'avais un ami qui était vétérinaire à Saint-Chamond, qui est une commune. C'est la commune qu'a dirigé Antoine Pinet, le fameux Antoine Pinet, centenaire. Donc il m'invitait à venir voir les matchs de Coupe d'Europe du temps de l'épopée des Verts. Ouais, donc, voilà. Je suis devenu un familier des Verts, etc. Mais j'aime beaucoup aussi l'équipe de Lyon, qui est une très bonne équipe et qui a... pourquoi? Parce qu'elle a rencontré un dirigeant exceptionnel, Monsieur Aulas, voilà, tout simplement. J'ai d'ailleurs des... Pardon. J'ai dit que c'était le dirigeant d'avant qui vous a fait naître.
Oui, il Et- se trouve que le hasard extraordinaire, c'est quand ma mère a accouché un jour d'élection municipale, c'était en 1935 à Lyon, et le jeune, le jeune médecin lui disait il faut qu'il se dépêche parce que s'il veut aller voter. Alors à l'époque, on ne savait pas si allait naître un garçon ou une fille. Une fille, les filles ne votaient pas à l'époque. Oui. Ça paraît incroyable d'ailleurs quand on y songe. Les femmes ne votaient pas à l'époque. Avant la guerre, elles ne votaient pas. Donc c'était un garçon, c'était moi. Et il se trouve que ce médecin, qui s'appelle le docteur Rochet, est devenu le président de l'Olympique lyonnais 30 ans ou 30 ans après. Donc, et s'il avait su, c'est ce que je raconte dans le livre, s'il avait su qu'il mettait au jour un futur supporter de Saint-Étienne, peut-être. Enfin, je ne pense pas. Oui, j'ai d'ailleurs quelques souvenirs de vous à l'époque de la grande équipe de Saint-Étienne, avec les frères Revelli, Sinaïgel, Parison, Oui. toute cette grande équipe, Kurkovic Ouais. dans les buts. Ah, Je pense que vous pourriez tous nous les citer également, de toute bien manière. sûr, ouais. C'était vraiment, ça reste des grands souvenirs de foot. Et pour fermer cette parenthèse foot, que pensez-vous du parcours de l'équipe de France qu'on a trouvé certains un peu laborieux pour la qualification? Oui, c'est vrai que l'équipe de France n'a pas de fond de jeu, elle n'a pas de stratégie. Alors, comme elle a de très bons joueurs, elle s'en est bien sortie. Ouais. Mais il faudra qu'elle trouve une manière de jouer efficace et belle pour pouvoir affronter vraiment à Moscou les très bonnes équipes européennes, en particulier l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Qui seront forcément favoris avec également, on peut citer le Brésil, l'Argentine, enfin, ils seront très nombreux. Je vais redonner la parole à Sophie. Oui, alors moi, pour revenir aux mots, mais tout en continuant un peu votre portrait et vos choix, vos préférences, quels sont vos auteurs et vos livres préférés? Je sais que c'est un peu bateau, mais et les écrivains aussi, lesquels vous ont le plus marqué, ceux qui vous ont surpris en bien ou en mal? Et qu'est-ce que, alors je continue aussi en même temps, ça fait beaucoup de questions, mais que vous a apporté la fréquentation de ces écrivains? Voilà. Il y a au moins 5 questions. Oui, là, je sais, je suis désolée. Donc, comme ça, vous choisissez. Non, mais c'est difficile de répondre à cette Oui. question. Moi, j'ai tellement de souvenirs Oui. littéraires qu'on prenait Vous avez pas Nabokov, tout nous Solzhenitsyn, raconter, Yourcenar, Duras, Simenon, etc. Donc, j'ai la chance de les interviewer. Donc, j'ai des souvenirs excellents avec chacun d'entre eux. Donc, c'est compliqué de répondre à votre question. Alors, simplement, je dis toujours, j'ai eu la chance d'arriver à la télévision au moment où il y avait encore des écrivains assez extraordinaires, tous ceux que je viens de vous nommer. Et la télévision n'était pas encore affligée de cette maladie terrible qu'on appelle l'audimat. Et donc on pouvait faire inviter des écrivains à une heure très chrétienne encore. Voilà. Maintenant c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et sur une grande chaîne, j'entends. Oui, alors, pour revenir sur une autre question, oui, dans La mémoire n'en fait qu'à sa tête, là, votre dernier livre, vous parlez de la réforme de l'orthographe en défendant l'accent circonflexe. Alors là, je suis tout cœur avec vous. Et vous parlez aussi même de la poésie de l'orthographe. Je trouve ça très joli quand vous parlez de la libellule qui a 4 L. Et Oui. alors, comment expliquez-vous votre fascination pour les mots, que ça soit d'ailleurs dans la littérature ou dans l'orthographe, dans la dictée Alors tout simplement, c'est à cause de la guerre, ou grâce à la guerre, comme vous voudrez. C'est parce que mon père étant prisonnier, ma mère s'est réfugiée dans un petit village du Beaujolais, et dans un petit appartement, et quand elle est arrivée avec quelques affaires. Elle n'avait pas emporté, évidemment, il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison. Mes parents n'étaient pas très cultivés, mais il y en avait quand même quelques-uns. Et il se trouve qu'on a trouvé sur place 2 livres seulement. Il n'y en avait que 2. Impossible d'aller acheter d'autres livres, vous pensez bien. Pendant la guerre, les librairies... surtout dans un petit village. Donc, il y avait une vieille édition du Petit Larousse et un choix des fables de La Fontaine. C'est donc les 2 livres que j'ai lus, une fois que j'ai eu appris à lire, évidemment, à l'école communale, en plus des ouvrages de l'école. Et donc, le premier livre que j'ai lu, c'est pas un roman, c'est un dictionnaire, c'est le Petit Larousse. Et c'est comme ça que j'ai pris goût aux mots, que je me suis passionné pour eux. Alors Pierre Perret il y a un groupe de rap aussi, Atis et Sinto, qui vous ont chacun consacré une chanson qui s'appelle Bernard Pivot. Alors là, la ressemblance s'arrête là. Alors Perret parle d'un monsieur qui vient souvent dans votre maison, qui rend intelligent même les plus sots. Et le refrain des rappeurs, alors là j'ai un peu plus de mal avec les rappeurs, mais le refrain c'est 0 pointé, c'est mon côté Bernard Pivot. Alors je pense référence à la fameuse dictée. Alors n'avez-vous pas l'impression carrément d'être devenu un archétype,
je dirais presque un nom commun pour parler de la culture populaire alliée à l'exigence de la langue? Voilà, c'est une question très flatteuse et très bien exprimée, mais je ne pense pas. Non, Pierre Perret, c'est un ami. Un jour, il a fait cette chanson. Je lui en sais gré parce qu'elle est très amusante. Le rapport, je l'ai pas entendu encore, cette chanson. On m'en a parlé, mais je ne l'ai pas entendue. Non, il se trouve qu'en plus des émissions littéraires, il se trouve que là aussi, le hasard a été très gentil avec moi. Il m'a permis de faire des dictées pendant 20 ans. Alors, par exemple, pour les chauffeurs de taxi à Paris, je suis pas du tout l'homme d'apostrophe. Je suis l'homme des dictées. Je suis l'homme des dictées. Ce sont souvent des gens qui sont nés dans un autre pays, qui ont appris la langue française. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens qui apprenaient le français, parce qu'ils venaient d'un autre pays, suivaient avec beaucoup de passion apostrophe et notaient les mots. Parce qu'évidemment, ils étaient flattés de voir des écrivains s'exprimer. Ils pensaient que des écrivains et un journaliste qui interrogeait les écrivains pratiquaient un très bon français. Donc, ils étaient très attentifs à une émission comme apostrophe. Et en plus, et après, ils ont été évidemment très sensibles aux dictées, puisque souvent, d'ailleurs, ce sont les gens qui ne sont pas nés dans la langue française qui sont les plus soucieux de respecter l'orthographe. Oui, Bernard Pivot, trouvez-vous que le livre est assez présent, justement, vous évoquiez la question tout à l'heure, dans les médias actuellement? Le livre, le livre n'a pas la place qu'il avait il y a encore 50 ans. Oui. Donc je pense qu'il y avait vous pouvez pas vous en souvenir, mais il y avait 4 hebdomadaires littéraires qui paraissaient chaque semaine, indépendants. Les nouvelles littéraires, les lettres françaises, Art et Spectacle, le Figaro littéraire, tout ça a disparu. Alors il y a heureusement des suppléments littéraires dans des grands journaux comme Le Monde, Le Figaro ou Libération. Mais c'est vrai que la part accordée au livre a été, disons, à la littérature a été réduite par rapport à des temps anciens. Oui, bien sûr. Sur les télévisions privées, il y a quasiment rien. Mais en revanche, à la télévision publique, il y a quand même toujours des émissions culturelles, et en particulier la Grande Librairie, qui est sur une chaîne modeste, évidemment, qui n'est pas sur une grande chaîne comme moi j'étais sur Antenne 2, mais qui a l'avantage d'être diffusée à 20h40, ce qui est donc une très très bonne heure. En prime time et qui a son public. Voilà. Vraiment, est-ce qu'on vous invite parfois, Bernard Pivot, pour justement participer à ce genre d'émission littéraire? Oui, bien sûr. Chaque fois que je publie un livre, je passe à la Grande Librairie. Mais hormis la sortie de vos livres, pour parler d'autres auteurs, par exemple? Non, pas du tout. D'accord. Non. Que pensez-vous? Alors moi j'avais envie de parler cinéma un petit peu avec vous. Que pensez-vous des adaptations littéraires en général au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Il y a des bonnes et des moins bonnes. Hein. Vous avez le temps d'aller au cinéma? On me dit par exemple que Au revoir là-haut, qui est tiré du prix Oui. Goncourt, Oui. il y a 2-3 ans, et paraît-il que le film est formidable. Donc il va sortir mercredi prochain. Oui, très bientôt. Je vais y aller. Le désert des Tartares de Buzzati, je me rappelle, c'est un merveilleux livre et c'est un merveilleux film. Autant n'emporte le vent, c'est un très beau film et un roman formidable. Et puis quand on a essayé d'adapter À la recherche du temps perdu, ça n'a pas marché, c'était pas bon. Non. Voilà, donc c'est comme toujours, il y a des Voilà. bonnes adaptations et des mauvaises. Je réitère ma question. Est-ce que vous avez le temps d'aller au cinéma, Bernard Pivot? Pas autant que je voudrais, Oui. mais de temps en temps j'y vais, oui, D'accord, bien sûr. Oui. très bien. J'essaye. Alors je vais laisser la dernière question à Sophie. Oui, vous avez dit récemment, en acceptant de soutenir une campagne d'incitation à la lecture, un enfant qui prend un livre, c'est de l'héroïsme. Alors, êtes-vous très inquiet pour l'avenir du livre et de la lecture, ou pensez-vous que nous avons des solutions et qu'on va s'adapter? Non, c'est très inquiet, non. J'ai une sorte d'inquiétude parce que je trouve que les jeunes ne lisent pas assez, bien entendu. Et quand je dis que ce sont des héros, c'est parce qu'ils doivent, quand ils veulent lire, prendre un livre, eh bien, ils doivent se couper des images, se couper des sons. Ils doivent couper leur relation avec leurs copains et leurs copines parce qu'ils échangent des textos toute la journée. Donc l'enfant qui prend un livre et qui décide de s'isoler de toutes les tentations et de tous ses camarades, c'est une manière d'héroïsme. En tout cas, c'est presque de la subversion. Et je trouve ça admirable aujourd'hui. Mais il faut encourager cette subversion, absolument. Et les parents doivent tout faire pour que les enfants, de temps en temps, rompent avec l'image et avec le son, avec leurs copains et s'isolent pour lire. Et vous pensez qu'il y a des solutions publiques, qui sont... Il y a des encouragements, il y a surtout des exemples privés. C'est plutôt les parents qui doivent inciter les enfants à lire. C'est par l'exemple,
par la carotte, souvent en récompensant ceux qui lisent. Et voilà, c'est ça qui permet. Puis, et quand même, les professeurs doivent jouer un rôle très très important, bien entendu. L'amour de la lecture, l'amour des auteurs, l'amour de la littérature prennent leur source à l'école, bien entendu. Alors, j'ai juste rajouter une petite dernière question. Est-ce que vous avez un rituel, Bernard Pivot, avant d'aller sur scène? Ou est-ce que vous aviez un rituel avant d'aller, par exemple, sur les plateaux de télévision? Non. Seul à la télévision, j'essuyais mes lunettes avant de quand le générique de début, je fais mes lunettes, mais j'ai pas et là non plus, j'ai pas de non. Très bien. Simplement, qu'est-ce que je fais? Là aussi, je nettoie mes lunettes avant de partir. Oui. Je voulais revenir. Est-ce que vous avez un auteur quand même qui vous a à la fois, passionné à lire et à rencontrer? Enfin, sans doute plusieurs, mais est-ce qu'il y en a un que vous auriez un à Nabokov. citer? Ouais. Nabokov est un auteur extraordinaire. Il n'a pas eu le prix Nobel de littérature, malheureusement. Mais quand j'ai eu la chance d'interviewer Nabokov, et c'est le seul... C'est quasiment le seul témoignage que nous ayons de la bouche de Nabokov. Donc c'est une rencontre très heureuse entre un homme que j'admirais et puis une interview qu'il avait d'ailleurs écrite, parce qu'il était très... Il avait tout préparé. Il n'admettait pas de lâcher des mots auxquels il n'a pas réfléchi auparavant. Donc c'était un homme très, très soucieux de son image. Mais avoir interviewé Nabokov reste à mes yeux une de mes plus jolies aventures de journaliste. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Bernard Pivot. Merci. Et nous, ça restera aussi à Sophie et moi-même une de nos plus jolies aventures, effectivement. Merci. Bon spectacle à vous. Au secours, les mots m'ont mangé. Donc c'est dans quelques minutes maintenant. Merci. Merci beaucoup.